Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette courte vidéo, ce point de marché hebdomadaire, donc qui va tourner autour des taux, puisque cette semaine a été marquée par un nouvel accès de fièvre sur les marchés obligataires, les marchés de taux. Donc, bon, cette vidéo sera assez courte, donc on va se, on va se limiter à une slide, mais je vais vous écrire un petit peu ce qui s'est quand même passé sur les marchés. Alors, le point névralgique de la semaine, ça a été une nouvelle poussée de fièvre sur les marchés de taux d'intérêt. Donc, pour les investisseurs, quand les taux augmentent, les obligations, parce que vous, en tant qu'investisseur, vous n'achetez pas des taux. On n'achète pas un taux, à moins d'acheter des options, enfin des produits très spécifiques, très spéculatifs aussi. En général, on achète des obligations dont la valeur évolue en sens inverse des taux d'intérêt. C'est-à-dire quand les taux augmentent, la valeur de vos obligations baisse. Quand les taux baissent, la valeur de vos obligations augmente. Donc ça, c'est l'évolution des taux d'intérêt à 2 ans. Alors j'ai pris deux pays, mais on aurait pu en prendre d'autres, hein. Les États-Unis et la France. Alors les États-Unis, on voit les taux à 2 ans arrivent à 4,84%. On est quasiment au plus haut depuis quasiment 15 ans. Donc il faut vraiment, pour retrouver de tels niveaux de taux, il faut revenir juste avant la crise des subprimes, à la fin de l'année 2006, au début de l'année 2007. Donc on a une nouvelle poussée de fièvre sur les taux d'intérêt américains et également sur les taux d'intérêt européens, puisque les taux français à 2 ans sont quasiment aux encablures de 3%. 3% si l'État français veut s'endetter à 2 ans. Et donc, évidemment, tout cela ne sera pas sans conséquences sur les différents marchés. Alors, on peut les parcourir, hein. Le marché, cette semaine, les marchés ont été assez mouvementés. On a eu le gaz, les prix du gaz qui se sont encore effondrés. On arrive à des niveaux sur les prix du gaz qu'on n'a plus vu depuis des années et des années. On n'arrêtait pas, il y a encore quelques semaines, de nous parler de la flambée du prix du gaz. Aujourd'hui, on a un prix du gaz qui est à des plus bas historiques. On a le prix du pétrole qui baisse. Alors, on est loin des plus bas historiques, mais on a le prix du pétrole qui continue à se tasser. On est quasiment à 30% en dessous des sommets atteints il y a un an au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a également les métaux précieux qui souffrent, l'argent qui est passé, qui était à plus de 24 dollars l'once, qui est maintenant à 21 et quelques dollars l'once. L'or qui a beaucoup baissé, qui est passé de 1950. Là, on est à 1800 et des poussières, 1815, 1820. Donc, on a aussi des métaux précieux qui souffrent, ce qui est logique. Parce que quand les taux augmentent, les obligations, les nouvelles obligations, donc les personnes qui investissent aujourd'hui dans les obligations vont avoir des coupons, des taux de coupons plus élevés. Et donc forcément, vous êtes investisseur, qu'est-ce que vous choisissez? Ben, vous allez vendre vos anciennes obligations, vous allez vendre votre or, hein. L'or ne rapporte rien, rapporte 0 € de dividende, et vous allez acheter des nouvelles obligations ou des fonds obligataires. Pareil pour les actions. Quand on regarde les taux américains, 4,84, c'est énorme. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui une obligation américaine à 2 ans, vous allez avoir un coupon, vous investissez 100 dans une obligation américaine à 2 ans, au bout de 1 an, vous allez toucher 4,84 dollars. Encore un an après, vous allez retoucher 4,84 dollars et l'obligation va vous être remboursée au prix où vous l'avez acheté, c'est-à-dire à 100. Donc c'est quand même, c'est énorme. Ça veut dire que si vous achetez aujourd'hui des obligations américaines de maturité 2 ans, vous êtes sûr de toucher un coupon de un rendement de 4,84% par an sans risque. Alors, sauf si vous la vendez avant 2 ans, parce qu'une obligation peut évoluer, évidemment, entre le moment où vous l'avez achetée et la maturité. Mais si vous la tenez, vous la gardez 2 ans, vous avez un rendement de 4,84% sans risque. Et donc, mettez-vous à la place d'un investisseur américain qui a le choix entre acheter une action du Nasdaq ou du Dow Jones qui va vous rapporter un dividende à peu près entre 1 et 3%, avec le risque associé aux actions,
et acheter une obligation qui ne présentera aucun risque si vous la tenez jusqu'à maturité, hein, j'insiste sur ce point, si vous la tenez jusqu'à maturité et si l'État américain ne fait pas faillite, bien évidemment, vous avez 4,84% de rendement. Et donc, du coup, forcément, que font les investisseurs? Ils vont tendance à vendre les actions, donc des actifs entre guillemets risqués, pour acheter des obligations. Donc, on voit que le marché des taux devient paradoxalement plus intéressant. C'est la même chose avec l'immobilier. Hein. L'immobilier aux États-Unis connaît un sévère refroidissement. Alors, pour le moment, on n'a pas un effondrement des prix, mais on a un blocage des transactions parce que, tout simplement, quand vous achetez un bien immobilier, vous l'achetez pas cash, vous l'achetez à crédit. Et quand on voit le niveau des taux d'intérêt, la hausse des taux désolvabilise les acheteurs, ce qui oblige les vendeurs à repousser leur vente, parce que dans un premier temps, les vendeurs se disent, de toute façon, on a le temps, on va trouver d'autres acheteurs, on va tenir la position. Et donc, du coup, vous allez avoir un marché des transactions qui se bloque. Et puis ensuite, vous commencez à avoir des vendeurs qui craquent, chômage, divorce, problèmes de santé, succession, etc., etc. Et donc, vous allez avoir les premiers vendeurs qui vont vendre à perte, et ainsi de suite. Et du coup, vous allez avoir de nouveaux vendeurs qui vont commencer à vendre. Et là, on assiste à la baisse des prix de l'immobilier. Donc ça, et ça, c'est ce qu'on observe. Hein, on sent que plusieurs marchés commencent à être un petit peu tendus. Alors évidemment, on a les obligations qui ont beaucoup baissé, mais paradoxalement, c'est pas trop sur les obligations que je suis le plus inquiet. C'est peut-être même ça peut même être un bon point d'entrée sur les obligations aujourd'hui. Par contre, évidemment, les actions, ça devient compliqué pour les actions, pour l'immobilier également. Alors, je parle de l'immobilier résidentiel parce qu'évidemment, c'est de l'acheter à crédit. Et donc, forcément, plus les taux continuent à monter et moins il y a d'acheteurs qui peuvent acheter au prix de marché de l'immobilier aujourd'hui, et plus ça met une pression à la baisse sur les prix de l'immobilier. Alors, il y a néanmoins un marché qui est un peu contracyclique dans l'immobilier, c'est l'immobilier du bureau ou les SCPI. Donc, quand je parle de l'immobilier de bureau, je prends large, hein, ça peut être les bureaux, ça peut être l'immobilier commercial, ça peut être l'immobilier, les hôpitaux, enfin les immeubles qui servent aux hôpitaux, aux écoles, ça peut être les entrepôts. Ce type d'immobilier est peut-être moins sensible à la hausse des taux. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, en général, sur ces marchés d'immobilier de bureaux, il n'y a quasiment pas d'investissement à crédit. C'est-à-dire que ce sont souvent des grosses sociétés qui vont acheter, hein, des assureurs, des banques qui vont, des sociétés de gestion, des SCPI qui vont acheter des biens en cash. Hein, et donc, du coup, il n'y a pas une désolvabilisation des acheteurs de l'immobilier de bureau ou de type SCPI. Donc ça, c'est la première raison qui explique la bonne tenue du marché SCPI par rapport à l'immobilier en dur, l'immobilier physique résidentiel, première raison. La deuxième raison, c'est que on n'en parle pas beaucoup, c'est que l'immobilier de bureau est beaucoup, beaucoup moins cher que l'immobilier résidentiel. Prenez par exemple à Paris, le prix du mètre carré à Paris est à peu près, en résidentiel, est à peu près de 10 000 euros le mètre carré. Le prix au mètre carré d'un bureau à Paris, on est à 5 000 euros le mètre carré. On a quasiment un facteur 2 entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier de bureau. Donc l'immobilier de bureau est beaucoup moins en bulle que l'immobilier résidentiel. Et c'est ce qui explique pourquoi, alors moi j'observe, hein, moi je suis investisseur, j'ai à la fois des biens immobiliers en physique, hein, alors j'ai acheté un Pinel, hein, et de la SCPI, et je vois bien, là je parle en tant qu'investisseur, que mes SCPI, mon immobilier acquis en SCPI, résiste beaucoup mieux que mon immobilier physique résidentiel. Là, je me suis amusé, hein, je fais des simulations, vous pouvez aller, hein, sur Meilleur Agent, etc. Vous voyez que en fait, l'immobilier résidentiel commence à baisser. Il y a moins de transactions aussi. On peut voir, hein, on peut consulter les volumes de transactions, alors que pour le moment, le marché de la SCPI résiste plutôt bien. Alors, bon,
là encore, ce ne sont pas des marchés. De toute façon, quand vous achetez de l'immobilier résidentiel pour louer, a fortiori votre résidence principale, si vous achetez de la SCPI, vous achetez sur le long terme. Donc, le but, c'est pas de choper comme sur les actions un point bas. À la limite, c'est pas. Enfin, si vraiment vous avez un projet locatif qui vous tient à cœur, il faut pas que, enfin, faut pas être bloqué parce que les prix sont un peu élevés, etc. Faut pas avoir peur de négocier, bien évidemment, mais on se place quand même sur des investissements immobiliers à 10, 15, 20 ans. Par contre, effectivement, si vous êtes dans l'optique, parce que durant les dernières années, l'immobilier prenait 5, 6, 10% par an, véridique, et que vous vous dites, de toute façon, je vais faire une culbute, je vais acheter de l'immobilier dans 2 ans, dans 1 an, j'aurai amorti les frais de notaire, et dans 2 ans, j'aurai déjà 10% de plus-value et je revends, ça, par contre, il faut éviter. Dans les années 90, on a eu beaucoup de gens qui ont fait ça, qui ont acheté de l'immobilier à Paris pour revendre rapidement. Donc, on a eu des marchands de biens, mais également des particuliers qui se sont pris de jeu pour la fièvre acheteuse et qui ont été ruinés. Il y a même une skieuse française, hein, une championne du monde célèbre, alors fort célèbre, c'est de ma génération, donc peut-être que les jeunes ne connaissent pas, je ne vais pas citer le nom, qui a été ruinée dans les années 90 à cause de mauvais placements dans l'immobilier. Mais ce n'est pas vraiment des placements, c'était spéculatif. Il n'y a pas de problème à acheter sur du long terme. Moi, j'ai acheté mon Pinel avant la crise de subprime en 2007, donc ce n'était pas forcément le bon moment pour acheter. Bon, là, j'ai fini de payer mon crédit, j'ai des loyers qui tombent, etc. Donc, ça se passe bien. Par contre, si vous êtes dans une optique à court terme, l'immobilier résidentiel, il faut, il faut faire attention. Il faut faire attention. En tout cas, le marché de la SCPI semble résister mieux que l'immobilier résidentiel parce que moins surévalué que l'immobilier résidentiel et moins sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Par contre, attention, vous commencez à me connaître, la SCPI, le marché de la SCPI sera sensible à la conjoncture économique. Si demain, on a une récession, une dépression type les années 30, avec un chômage qui monte à 15, 20, 25%, avec des licenciements en cascade, avec des faillites en cascade, là, le marché de la SCPI, une partie du marché de la SCPI pourra souffrir. Alors, pas tous, parce que, comme je vous dis, dans la SCPI, vous avez les entrepôts, vous avez des hôpitaux, vous avez les écoles, mais ce marché pourra connaître des tensions. Mais aujourd'hui, au moment où je joue pas, le marché qui souffre, qui semble souffrir le plus, ce sont les marchés actions et l'immobilier. Et aussi, évidemment, les commodities, hein, les métaux précieux et l'énergie. On le voit d'ailleurs sur les actions quand on regarde quasiment tous les indices. Hein. Le Dow Jones a connu une semaine très compliquée, le Nasdaq, même les indices chinois hein, souffrent, hein, les bourses ont souffert. Cette semaine, hein, je fais référence à la vidéo d'il y a une semaine que j'avais postée, intitulée Le dog est tombé sur un os. Bah, cette semaine a été une semaine très difficile sur l'ensemble des marchés financiers, hein, sur les différentes actions. Il y a une exception, toutefois, c'est le CAC 40. Le CAC 40, cette semaine, a égalé son record historique d'il y a du 5 janvier 2022. Hein, c'est incroyable, hein, le CAC 40 qui revient. C'est le seul indice d'ailleurs qui est revenu à son record historique. Alors, pourquoi? Alors, là, il faut vraiment faire très, très, très attention à ce que racontent les analystes de pacotille hein, sur les plateaux télé. Alors, ils vous parlent que c'est l'ouverture de la Chine, que c'est les taux d'intérêt, la hausse des taux qui est moins rapide. Bon, oui, effectivement, oui, les taux continuent à monter un peu moins vite qu'avant, mais ils continuent à monter. Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est du bullshit parce que si la hausse du CAC 40 était liée à l'ouverture de la Chine ou à l'assagissement des taux d'intérêt, comment expliquer que le Dow Jones a corrigé cette semaine? Personne ne me fera croire que les entreprises américaines ne sont pas ouvertes à la Chine et à l'international. Pareil pour les autres bourses. Hein. La bourse chinoise, elle a beaucoup souffert cette semaine. Donc c'est quand même bizarre que les entreprises françaises bénéficient plus de l'ouverture de la Chine que les entreprises chinoises elles-mêmes. Donc attention à te sous-brouhaha des analystes qui essayent
de justifier tout et n'importe quoi. Il y a quand même deux raisons qui expliquent la bonne tenue de la bourse française. La première, c'est qu'on a eu de très bons chiffres des entreprises qui sont sorties. On a une cascade de bons chiffres d'entreprises françaises. Alors, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont surpris à la hausse. Donc, on a une certaine résilience des entreprises françaises. Mais je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, les entreprises américaines ont publié aussi de bons chiffres. Elles n'ont pas connu la même flambée que la bourse française a connu cette semaine, puisque le CAC 40 est venu titiller à nouveau les 7400 points, donc à son quasiment pas très loin, enfin au niveau de son record historique. Alors si on dépasse le record historique, alors le CAC 40 suit un peu on projette, on fait un peu comme des vagues, les vagues d'Elliott, on peut envisager un CAC 40 qui irait à peu près à 7600 points, parce que ça correspondrait en fait au premier rebond qu'on avait eu entre septembre et fin novembre, qu'on avait pris en ligne droite plus de 1000 points. Ensuite, on a corrigé de 300 points à la fin du mois de décembre, au moment où tout le monde pensait au rallye de Noël. Et ensuite, on aura repris pour arriver à 7600 points. On aura repris 1200 points à nouveau en ligne droite. Et là, ça serait le prochain objectif. On a le premier objectif pour le CAC 40, c'est de dépasser le record historique à 7390 points à peu près. Et si cet objectif est cassé, ça sera d'arriver aux 7600 points, qui est un petit peu l'objectif ultime si on regarde les vagues d'Elliott. Alors, l'autre raison qui explique pourquoi la bourse française surperforme, et alors ça, je suis surpris, aucun analyste n'en parle, c'est qu'on a eu une inversion en fait de la politique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, je vais arrêter le partage, ça sera peut-être un peu plus simple. Ça c'est quelque chose de très important. Jusqu'à il y a encore peu, les Américains avaient une politique très axée, très favorable à la bourse. Je répète, les Américains avaient une politique favorable à la bourse. On baisse les impôts sur les entreprises, on baisse les impôts, la taxation sur les dividendes, on a un marché de l'emploi flexible. Bref, on a eu, surtout depuis les années Reagan aux États-Unis en 80 et Thatcher au Royaume-Uni, pareil au début des années 80, une politique très libérale, néolibérale, qui a favorisé l'accroissement des marchés boursiers. À l'inverse, en France, au moment où Thatcher et Reagan lançaient une politique libérale, on a eu François Mitterrand qui, en France, a procédé à des nationalisations, qui a baissé l'âge de départ à la retraite, qui a augmenté les impôts sur tout ce qui est dividendes, etc. Et donc ça n'a pas été favorable au CAC 40, aux bourses françaises. Aujourd'hui, on a une inversion des rôles. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, clairement, on a Joe Biden qui critique entre guillemets, les super profits des entreprises. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais on a Joe Biden qui se montre extrêmement véhément vis-à-vis des grandes entreprises qui font des bénéfices, qui distribuent des dividendes. Et derrière les dividendes, on a ce qu'on appelle le stock buyback. C'est-à-dire que ça, personne n'en parle aussi. Ça, je suis assez surpris qu'en France, on n'en parle pas. Une des manières des entreprises de gagner de l'argent en bourse, c'est de racheter leurs propres actions. Et ça, en général, ça bénéficie beaucoup aux gros actionnaires, aux actionnaires principaux. Et que font les entreprises américaines et françaises ces dernières années, ces derniers mois? Elles ont procédé, grâce aux liquidités des banques centrales, à des rachats d'actions. Et évidemment, c'est l'offre et la demande. Si vous rachetez vos propres actions, il y a moins d'actions sur le marché boursier. Et donc, ce qui est rare est cher et ça fait monter la valeur des actions encore sur le marché. Ça, on l'a observé en France, en Europe et aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis peu? Et ça s'est passé inaperçu. Joe Biden a décidé de taxer les entreprises qui rachètent leurs propres actions plutôt que de distribuer des dividendes. Il y a deux manières de faire monter un titre. Un, vous distribuez des dividendes, ce qui envoie un bon signal au marché. Deux, vous rachetez vos propres actions. Et Joe Biden a décidé
l'année dernière de taxer à 1% le montant des actions rachetées par les entreprises. Et cette taxe de 1%, il va la faire passer à 4%. C'est quand même énorme parce qu'on parle de 4%, mais il faut regarder, c'est une assiette très large. Un pourcentage, ça ne veut rien dire. Taxer 1% sur une assiette de 1 milliard, c'est bien plus puissant que taxer 10% sur une assiette de 1 million. Et donc, évidemment, ça pèse sur les actions américaines. Vous mettez à la place d'un investisseur américain, il se dit, oula, je garde mes actions américaines, j'ai des taux à côté des obligations qui me rapportent du 4,8 sans risque. Et en plus, quand les entreprises rachètent les actions qui font monter les cours, Joe Biden, derrière, il tape, il impose. Il va imposer ses rachats d'actions. On a des commentaires très agressifs de Joe Biden. On a également la Réserve fédérale qui clairement estime que la hausse des marchés boursiers est un obstacle dans sa lutte contre l'inflation. Ça, c'est aussi un signal extrêmement fort envoyé aux investisseurs. À l'inverse, en France, on a Emmanuel Macron qui s'inscrit à rebours de ce qu'a fait François Mitterrand. C'est-à-dire qu'au moment où on a des politiques américains qui tapent sur les marchés financiers et qui essayent de faire du social, à l'inverse, on a un gouvernement français, Emmanuel Macron, qui lâche les vannes pour les entreprises. Hein. On dit souvent la France est un enfer fiscal, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous payez moins d'impôts si vous achetez des actions françaises avec la flat tax sur les dividendes de 30% et 0 € d'impôt sur les rachats d'actions, alors qu'aux États-Unis, la fiscalité sur les actions est en train de monter en flèche. Et ça, personne n'en parle, mais Emmanuel Macron a une politique extrêmement favorable au marché boursier français. Ensuite, on voit très clairement que en France, on transfère la hausse des taux, en fait, les taux qui montent. Aux États-Unis, clairement, le gouvernement, il met la pression sur les entreprises, alors qu'en France, hein, avec les taux qui montent et donc la dette de l'État qui s'alourdit, Emmanuel Macron a choisi de ne pas augmenter les impôts sur les grandes fortunes et les entreprises, mais il est en train, finalement, de faire porter le poids de la hausse des taux d'intérêt, finalement, sur les ménages, sur la collectivité. Et c'est pour cela qu'on a, on a les droits au chômage qui ont beaucoup diminué, hein, puisque maintenant, c'est plus 2 ans le chômage, mais 18 mois. On a le RSA. Pour toucher le RSA, il faut travailler un minimum de 18 heures par semaine. On a l'âge de départ à la retraite qui va se rallonger. Donc, en fait, on est en train de faire peser, finalement, la, les restrictions qui pèsent sur les États à cause de la hausse des taux sur les ménages. Donc là, on a vraiment une différence entre les États-Unis et la France. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi le CAC 40 se porte si bien. C'est pas du tout lié à la Chine. Hein. La Chine, les entreprises américaines ont autant de bonnes raisons de profiter de l'économie chinoise que nous. Les entreprises chinoises aussi. Mais la raison principale qui explique cette bonne tenue du CAC 40 par rapport à d'autres indices, c'est qu'on a un gouvernement qui a réellement une politique très, très pro-CAC 40. Demain, vous remplacez Emmanuel Macron par Jean-Luc Mélenchon hein, au hasard ou Marine Le Pen, vous allez voir, je pense que le CAC 40 ne va pas tirer la même tête. Il ne va pas tirer la même tête parce que vous remettez l'ISF, déjà, ça va obliger beaucoup de grands patrons, de grands actionnaires à vendre une partie des actions pour payer l'ISF. Et donc, du coup, bah, ça va faire baisser les marchés financiers. Donc voilà un petit peu sur ce que j'avais à dire. Alors oui, pas de graphique, il faut beaucoup de temps pour faire tous les graphiques, donc je m'excuse par avance. Mais voilà un petit peu un topo. Donc on a des marchés qui sont qui souffrent, des taux qui montent, et on a un acteur qui se dégage pour le moment, toujours le CAC 40, qui fait figure vraiment d'exception parmi l'ensemble des bourses mondiales et par rapport aux autres classes d'actifs. Alors, est-ce que ça va durer? Moi, personnellement, je suis assez sceptique. Je pense qu'à un moment, avec des taux d'intérêt qui n'arrêtent pas d'augmenter, avec une économie qui va commencer à ralentir, que le marché obligataire va devenir de plus en plus compétitif par rapport au marché action. Et ça, c'est mathématique. C'est mathématique. Vous êtes investisseur, vous avez le choix entre une obligation
qui vous rapporte du 3%, 4%, du 5%, sans risque, à horizon 2, 3, 5, 10 ans, et une action qui va vous rapporter un dividende moyen de 2 ou 3%, mais avec un risque de hausse ou de baisse de 50%, à la hausse comme à la baisse, forcément, à un moment, vous allez commencer à arbitrer les actions vers les obligations ou éventuellement vers les SCPI, puisque les SCPI présentent aussi un caractère, on va dire, moins volatile que le marché action. Donc ça pourrait, on pourrait avoir des freins qui pourraient apparaître sur le marché action, d'autant plus que les hausses de taux d'intérêt, elles mettent entre 6 à 18 mois pour se diffuser dans l'économie. C'est-à-dire que toutes les hausses d'intérêt qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, je répète, je sais, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais c'est quelque chose d'important, parce que les gens disent, ah, il n'y a pas de récession. Sauf que toutes les hausses d'intérêt auxquelles on a assisté entre janvier 2022 et aujourd'hui, toutes ces hausses d'intérêt vont commencer à porter leur impact à horizon 6 à 18 mois, donc 12 mois en moyenne. Donc aujourd'hui, on est en février 2023. C'est seulement aujourd'hui qu'on commence à ressentir l'impact des hausses de taux qui ont commencé à avoir lieu entre janvier et mars 2022. Mais il y a tout un train de hausses de taux qui ont eu lieu en mars, en mai, en juin, en août, en septembre, qu'on n'a pas encore senti, qu'on va sentir à partir de la fin du printemps, de l'été et de l'automne. Et là, je ne suis pas déclinologue, je n'annonce pas la fin du monde. Hein. Vous connaissez mon opinion sur les déclinologues, sur les gens qui vous parlent sans arrêt de Mad Max. Hein. Mais ça, c'est mathématique. On monte les taux d'intérêt. Les hausses de taux, les mouvements de taux mettent 6 à 18 mois à se diffuser à l'économie. Ça, c'est des maths, hein, c'est des mathématiques financières. Donc, attention, prudence sur les marchés actions. Je ne crois pas que les marchés actions aient intégré et pris la mesure de tous ces effets de ces hausses de taux qui pourraient avoir lieu sur l'économie. Le seul scénario qui serait positif sur les marchés actions, enfin que les marchés semblent pricer, c'est que l'inflation diminue suffisamment rapidement, très rapidement, pour que les banques centrales baissent brutalement les taux avant que les anciennes hausses de taux ne se diffusent à l'économie. C'est un peu comme si vous mettez la tête sous l'eau, vous retenez votre respiration et puis vous croisez les doigts pour qu'on vous retire la tête de l'eau avant que vous manquiez d'oxygène. Bah là, les marchés, en fait, ils parient sur le fait, surtout en France, hein, aux États-Unis un peu moins, mais en France, les marchés parient sur le fait que d'un côté, Emmanuel Macron va continuer à avoir une politique très pro-entreprise et plus dure socialement. Attention au risque quand même de révolte. Hein. Je vous laisse le soin de suivre les vidéos de Philippe Fabry. Et les marchés parient que la baisse de l'inflation sera suffisamment violente pour que les banques centrales baissent suffisamment rapidement les taux avant que les anciennes hausses de taux qui ont eu lieu ne finissent par impacter l'économie. Donc c'est quand même un scénario très optimiste. Hein, il suffit qu'il y ait un problème avec la Russie et l'Ukraine, la guerre en Russie-Ukraine n'est pas finie, qu'il y ait de la casse sociale en France, et ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse être serein vu l'actualité sociale en France, ou plus probablement que les hausses de taux finissent par impacter l'économie avant que les banques centrales ne commencent à baisser les taux. Il suffit qu'un de ces trois scénarios se réalise pour voir le CAC 40 corriger sévèrement. Donc prudence, hein. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est prudence, ne vous laissez pas embarquer par des analystes à la noix, hein. Je suis désolé de vous dire, hein. La Chine qui s'ouvre, ouais, ok, super, hein, ouais, ouais. Comment justifier qu'il n'y a que le CAC 40 qui en profite? Bon, voilà. Donc attention à tout le baratin des analystes. Voilà, il y a deux moteurs qui soutiennent aujourd'hui le CAC 40. Les, on a eu de bons résultats, hein, qui sont arrivés un peu en retard des entreprises françaises qui arrivent maintenant et qui ont été bien accueillis, mais c'est des résultats passés. Et on a cette politique d'Emmanuel Macron qui est très favorable aux bourses, à la bourse française. Mais attention aux hausses des taux qui n'ont pas encore produit leur plein effet. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un très très bon week-end et je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau point de marché. Salut tout le monde!